Mon fiancé a quitté notre mariage après que son ex y a fait irruption et a dit « Je n'arrive pas à croire que j'ai failli me contenter d'une pathétique ordure comme toi. J'ai pris ma revanche brutale, maintenant il supplie mon pardon, seulement pour découvrir que je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Je m'appelle Léna Moral. J'ai 29 ans et mon fiancé a quitté notre mariage après que son ex-petite amie y ait fait irruption et ait dit à une salle de 150 personnes que je n'étais que l'option sûre. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était le pire. Ce n'était pas le cas. Le pire, c'est qu'au fond de moi, une petite partie laide de moi la croyait. De l'extérieur, ma vie ressemblait au genre de choses que les gens publient sur Instagram avec la légende, reconnaissante, et une série d'émojis cœur. Je suis biologiste marine. Un de ces emplois que tout le monde pense glamour et important jusqu'à ce qu'on leur dise ce qu'on gagne réellement. J'ai passé la majeure partie de mes 20 ans à plonger dans les récifs coralliens, à collecter des données et à me disputer avec les comités de subvention sur les raisons pour lesquelles l'océan qui ne meurt pas valait, vous savez, la peine d'être financé. Pendant que mes amis d'université publiaient des photos de brunch, je blanchissais au soleil sur des bateaux de surveillance et je rentrais à la maison pour manger des nouilles instantanées. Ce que personne ne vous dit, c'est que faire ce que vous aimez ne paie pas comme par magie votre loyer. J'ai donc développé une activité parallèle. Des aquariums. Pas les rectangles bon marché de PaySmart. Je parle d'écosystèmes de récifs vivants de 500 gallons pour les PDG et les frères de la tech qui voulaient de l'art en mouvement dans leur hall d'entrée. J'ai conçu le tout. Filtration, enrochement, éclairage imitant le lever du soleil sur les Fidji. Je facturais entre 15 et 50 000 $ par construction, selon le degré de ridicule qu'ils voulaient. Cet argent m'a permis d'éviter l'enfer des prêts étudiants et à financer mon vrai travail sur les récifs. Il a également financé mon mariage. J'ai rencontré Marco Alvarez il y a 3 ans lors d'une conférence à San Diego. Je présentais une conférence sur la restauration des coraux. Il faisait de l'analyse de données pour une entreprise environnementale et avait l'un de ces sourires faciles qui vous donnaient l'impression de le connaître depuis des années. Nous nous sommes heurtés au bar à café de l'hôtel. Littéralement, il a renversé de l'espresso sur sa chemise. Je me suis excusé comme si j'avais personnellement ruiné sa vie et il a ri. 10 minutes plus tard, nous étions assis sur le canapé du hall, nous disputant sur les aires marines protégées comme si nous avions cette discussion depuis une décennie. Nous étions tous les deux des passionnés de l'océan. Les mêmes podcasts, la même rage juste contre la politique climatique, le même rêve vague d'une maison près de l'eau et de quelques enfants qui grandiraient en connaissant les noms des poissons au lieu des personnages de dessins animés. Nous sommes tombés amoureux rapidement. Trop rapidement peut-être, mais on ne pense jamais à ça sur le moment. Pendant 8 mois, nous avons eu une relation à distance. Moi, terminant un contrat de recherche en Floride, lui, à Seattle. Des appels vidéo tous les soirs, des vols une fois par mois, des petits rituels comme des playlists assorties et l'envoi de photos de la côte près de laquelle nous étions ce jour-là. Le genre de relation que les gens appellent « mature » parce qu'aucun de vous n'a plus 21 ans. Quand j'ai décroché un poste à l'Institut de recherche marine du Pacifique à Seattle, j'ai eu l'impression que l'univers me rendait enfin service. 2 semaines plus tard, Marco a également trouvé un emploi là-bas. Il a emménagé dans mon appartement. Nous avons adopté un chien, Cobb, un bâtard avec de grandes oreilles et des opinions encore plus grandes, et avons commencé à construire ce qui ressemblait étrangement à une vraie vie d'adulte. 2 ans plus tard, Marco m'a demandé en mariage sur une falaise du parc national olympique, le vent fouettant mes cheveux dans mon gloss pendant qu'il s'agenouillait dans la boue avec une bague. « Épouse-moi », a-t-il dit. « Construisons une vie où nous n'aurons plus jamais à être à distance. » J'ai dit oui avant qu'il n'ait fini sa phrase. Nous avons fixé le mariage pour octobre. 8 mois pour planifier. C'est là que les choses ont commencé à changer. Marco s'est lancé à fond dans la planification. Tableau Pinterest, visite de lieux, essayage de robes. Oui, il est venu à la moitié d'entre eux et a pleuré plus fort que moi à celui que j'ai choisi. Notre budget initial était de 20 000 $, ce qui semblait déjà obscène, mais gérable avec mon argent des aquariums. En 2 mois, il était de 45. Je veux juste que ce soit parfait, n'arrêtez pas de dire Marco. On ne fait ça qu'une fois. Ce qu'il voulait dire, c'était, je ne fais ça qu'une fois, et c'est toi qui paies la majeure partie. Au moment où les acomptes ont été versés, j'avais mis environ 35 000 $ provenant de la construction de récifs et de mes économies. Marco en avait mis peut-être 10. Chaque fois que j'essayais de parler de réduire les dépenses, sa mâchoire se crispait. Pourquoi es-tu radine pour notre mariage, Léna ?
Ne veux-tu pas que ce soit beau? Beau? Comme si la qualité de notre mariage dépendait du fait que nous ayons des fleurs importées au lieu de fleurs de saison. La dispute a commencé petit. Je me plaignais qu'il ajoute un autre « must-have » de $2000 à la liste des fournisseurs sans demander. Il me répondait sèchement que je me souciais plus du travail que du jour le plus important de notre vie. Il ne comprenait pas que les énormes constructions de récifs sur lesquelles je travaillais des heures supplémentaires payaient littéralement ces centres de table de rêve. Puis le secret a commencé. Marco a commencé à emmener son téléphone dans la salle de bain. Des appels de recherche de décoration tard dans la nuit qui duraient 1 heure. Des écrans minimisés quand j'entrais dans la pièce. Des onglets fermés si vite qu'on aurait dit qu'ils cachaient des secrets d'État au lieu de chemin de table. Quand je demandais, il levait les yeux au ciel. Puis-je te préparer des surprises sans être interrogé, disait-il. Je pensais que tu me faisais confiance. Et je le faisais, ou je me forçais à le faire, parce que nous avions des acomptes versés et que sa mère appelait tous les jours pour parler de petits-enfants et que ma robe était suspendue dans le placard comme une promesse que je n'avais pas le droit de remettre en question. Le dîner de répétition s'est déroulé de manière suspicieusement fluide. Les deux familles, trop de toast, Marco rayonnant comme le marié parfait. Ses parents sont arrivés de Buenos Aires, m'embrassant sur les 2 joues, parlant en espagnol rapide de tradition, de foi et du nombre d'enfants que nous devrions avoir. Sa mère m'a serré la main et a dit, « Tu fais partie de la famille maintenant, Lena. » Cela aurait dû me faire me sentir en sécurité. Au lieu de cela, un frisson m'a parcouru sans que je puisse l'expliquer. Nous avons dormi séparément cette nuit-là. Moi à notre appartement, lui à l'hôtel de ses parents, à cause de la tradition. Il m'a embrassé sur le front à la porte et a murmuré, « Demain sera parfait. Je t'aime. » Je l'ai cru. Le 15 octobre s'est levé avec un ciel clair et juste assez de fraîcheur pour rosir les joues de tout le monde pour les photos. Sur le lieu de la cérémonie, Léo et mes frères m'ont aidé à me préparer, faisant des blagues stupides pour m'empêcher de pleurer mon maquillage. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à mon téléphone, m'attendant à moitié à une catastrophe de dernière minute qui n'est jamais arrivée. Les invités ont commencé à arriver vers 15h30. J'ai jeté un coup d'œil depuis la suite nuptiale alors que les chaises se remplissaient. Des collègues de l'institut, des amis d'université, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Tous habillés pour me regarder promettre l'éternité. À 4 heures, tout le monde était assis. La musique a commencé. Je suis sorti dans l'allée seul. Pas d'escorte paternelle, pas de production, juste moi dans une robe à $8000 qui semblait soudain plus lourde qu'elle ne l'était dans la boutique. Marco attendait à l'hôtel, ressemblant à la couverture d'un magazine. Costume parfait, sourire parfait, des yeux qui se plissaient juste assez pour paraître sincères. Ses parents regardaient depuis le premier rang, déjà émus. J'ai rencontré son regard et quelque chose d'inquiétant a flotté dans mon estomac. Pendant une demi-seconde, son regard a parcouru la foule derrière moi comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Je me suis dit que j'imaginais des choses. L'officiant a commencé à parler. Amour, partenariat, engagement. Des mots que j'avais entendus 100 fois dans les cérémonies des autres, résonnant maintenant étrangement dans ma poitrine. J'ai essayé de me concentrer sur le visage de Marco, sur la façon dont ses doigts tremblaient autour des miens. Puis l'officiant est arrivé à la phrase qui est censée être une formalité sans importance. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par le mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Silence pendant exactement un battement de cœur. Puis une voix de femme, claire et confiante, venant de l'arrière. J'ai une raison. Toutes les têtes se sont tournées, y compris la mienne. Là, au dernier rang, se tenait une grande femme dans une robe chère, les cheveux parfaitement coiffés, les lèvres courbées, et un sourire suffisant et familier qu'elle pensait clairement irrésistible. Elle regardait droit vers Marco, pas moi. Et Marco est devenu absolument blanc. Je ne la reconnaissais pas, mais Marco, si. Sa main s'est resserrée autour de la mienne si fort que mes jointures ont craqué. Quand je l'ai regardé, la couleur avait quitté son visage, sa mâchoire était serrée, ses yeux grands ouverts, comme s'il avait vu un fantôme au lieu de qui que ce soit. La femme a commencé à descendre l'allée, sans se presser, sans être nerveuse. Elle se déplaçait avec cette confiance lente et délibérée, ses talons claquant sur la pierre comme si c'était son podium et que tout le monde n'était que de la figuration. « Salut, Marco » a-t-elle dit, ignorant l'officiant, ignorant les 150 personnes qui s'étaient tournées pour la regarder. « Je t'ai manqué ?»
On aurait pu entendre une mouche voler. Quelque part, le téléphone de quelqu'un a glissé de sa main et a heurté le sol. Personne ne l'a ramassé. Je me suis penché vers Marco, ma voix à peine plus qu'un murmure. Qui est-ce? Il n'a pas répondu. Ses doigts tremblaient. La femme a atteint le premier rang et s'est arrêtée, me toisant de haut en bas dans ma robe à $8000 comme si j'étais un article en solde. Puis elle a souri, du genre de sourire qui dit « J'ai déjà décidé que je suis meilleur que toi. » Salut, a-t-elle dit vivement, me tendant la main comme si nous étions à un cocktail de réseautage. Je suis Tessa King. Je suis l'ex-petite amie de Marco. Le mot « ex » est tombé dans le silence comme une pierre. Mon cerveau a fait cette chose stupide et pleine d'espoir où il a essayé de normaliser la situation. Peut-être qu'elle plaisantait. Peut-être que c'était une tentative bizarre et malvenue de tourner la page, dont Marco n'avait aucune idée. Puis elle a tourné la tête vers lui et j'ai vu la familiarité dans ses yeux, le défi dans l'inclinaison de son menton. Ce n'était pas une surprise pour elle. Marco, ai-je dit de nouveau, plus fort. Qui est-ce? Cette fois, il a réussi à émettre un son. Pas des mots. Juste un bruit étranglé coincé quelque part entre sa gorge et sa culpabilité. Tessa a ri doucement. Waouh, tu ne lui as vraiment rien dit, hein? Quelqu'un au troisième rang a marmonné, oh mon Dieu, à voix basse. L'officiant s'est raclé la gorge, se rappelant soudain qu'il existait. Madame, je vais devoir vous demander de. Elle a levé une main sans le regarder. Je serai brève. Je le promets. Puis à toute la foule. Marco m'envoie des SMS depuis des mois, me disant qu'il a fait une erreur. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, a poursuivi Tessa en se tournant lentement pour s'adresser à l'église comme si elle donnait une conférence TED. Marco et moi avons été ensemble pendant 3 ans à l'université. Premier amour, tout partagé. Toutes ces choses clichés que l'on met dans des montages. Puis nous avons rompu. La vie est arrivée. Blablabla. Bla bla. Mais il ne s'est jamais vraiment remis de moi. Ma vision s'est rétrécie. La pièce a semblé basculer. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles. Il a repris contact, a-t-elle dit. Des petites choses au début. Et, comment vas-tu? J'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi. Vous savez, le truc habituel. Elle a souri à Marco comme s'il partageait un doux souvenir. Et puis c'est devenu beaucoup de je ne sais pas si je suis prêt pour le mariage et je crois que je me contente de la facilité. Le mot est resté en suspens. J'ai réalisé que ma main était toujours dans la sienne. Je l'ai retirée comme si sa peau me brûlait. Est-ce que c'est vrai? Lui ai-je demandé à voix haute, devant tout le monde. Les yeux de Marco étaient grands et vitreux, comme ceux d'un cerf sur une autoroute. Léna, je réponds à la question. Ma voix a tremblé, mais les mots sont sortis clairs. Est-ce que tu lui as envoyé des SMS? Il a dégluti. On a juste parlé, c'est tout. Je ne voulais pas t'énerver avant le mariage. Tu ne voulais pas m'énerver, ai-je répété lentement. En me disant que tu te confiais à ton ex-petite amie sur le fait que tu penses te contenter de la facilité? Des halètements ont parcouru les bancs. Tessa s'est rapprochée, ses talons à quelques centimètres du bord du tapis de l'allée. Il m'a dit qu'il m'aime toujours, a-t-elle dit d'un ton conversationnel. Qu'il se sentait piégé. Que ça, elle a balayé ma robe du regard, était le choix de la sécurité. J'ai senti mon estomac se retourner. Arrête, a dit faiblement Marco. Tessa, juste. Ce n'est pas le moment. Oh, bébé, a-t-elle roucoulé, et le terme affectueux m'a fait monter la bile. Quand allais-tu en faire le moment? Après avoir signé les papiers? Après avoir emménagé dans une maison que tu ne voulais pas vraiment avec une femme que tu n'avais pas vraiment choisie? Ma mère pleurait tranquillement au premier rang. Léo s'était avancé à mi-chemin de l'allée, chaque muscle de ses épaules rigide. J'ai regardé Marco, l'homme pour qui j'avais déménagé, l'homme dont j'avais mémorisé la mâchoire dans la pénombre quand il s'endormait à côté de moi. Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimais, ai-je demandé. Pendant que nous planifions ce mariage, pendant que je le payais? Il a essayé de s'avancer vers moi. Léna, je t'aime. Je. Est-ce que tu lui as dit? Son silence a répondu pour lui. Tessa a soupiré dramatiquement. Honnêtement, je te rends service, m'a-t-elle dit. Il nous a fait tourner en bourrique toutes les deux pendant des mois.
Il m'a dit la semaine dernière qu'il aurait aimé pouvoir annuler tout ça et être avec moi sans blesser personne. Alors, elle a écarté les bras théâtralement. Me voilà. J'ai pensé que je lui épargnerais la partie gênante. Un faible bourdonnement de chuchotement s'est élevé. Une ruche agitée et affamée. L'officiant a réessayé. Madame, c'est très irrégulier. Vous devez partir ou je ferai escorter par la sécurité. C'est bon, ai-je dit d'un ton plat, toujours en fixant Marco. Faisons en sorte qu'aujourd'hui soit honnête au moins. Il a tendu la main vers mes mains. Léna, je te jure que j'étais confus. C'est juste le trac. Le trac ne consiste pas à envoyer des SMS à son ex pendant des mois dans mon dos, ai-je dit. Le trac ne consiste pas à envoyer des messages de bonne nuit à deux personnes en même temps. Tessa s'est avancée jusqu'à l'hôtel, se plaçant directement entre nous et la foule. Elle sentait le parfum cher et le droit. Écoutez, sans rancune, m'a-t-elle dit sur le même ton que l'on utiliserait pour s'excuser d'avoir coupé la file. Vous êtes gentille, et je suis sûr que vous feriez une excellente épouse pour quelqu'un qui veut de la stabilité. Mais Marco et moi, nous avons une histoire. Nous sommes faits pour être ensemble. Vous étiez juste, ses yeux m'ont de nouveau balayé, calculant, point l'option sûre, pendant qu'il se cherchait. Ce mot a brisé quelque chose en moi. Option sûre, règlement, plan de secours. La pièce a semblé se scinder. Une partie de moi flottait au-dessus, regardant cette scène comme une étrangère, l'autre partie enracinée au sol, essayant de ne pas s'effondrer. Mes joues brûlaient, mes doigts s'engourdissaient. Je pouvais sentir 150 paires d'yeux me clouer sur place. Des gens qui avaient pris des congés, acheté des billets d'avion, acheté des cadeaux, tous pour me regarder être rétrogradé de marié à erreur en temps réel. C'est ce que je suis pour toi, ai-je demandé à Marco, ma voix brute. L'option sûre. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose comme de la culpabilité. Puis ses épaules se sont affaissées comme s'il avait finalement décidé que ça ne valait plus la peine de faire semblant. Je ne sais pas si je suis prêt à t'épouser, a-t-il dit doucement. Mais le micro a capté chaque mot. Tessa et moi, nous n'avons jamais vraiment tourné la page. Une vague de bruit a parcouru la foule. Quelqu'un a murmuré, c'est une blague, j'espère. Les pleurs de ma mère se sont transformés en un sanglot étouffé. Je l'ai regardé. L'homme qui avait pleuré à l'essayage de ma robe. L'homme qui m'avait écrit de longs emails décousus sur notre avenir. L'homme dont le compte d'épargne ne contenait presque rien alors que le mien avait payé le traiteur, le lieu, l'orchestre et la ridicule sculpture de glace sur laquelle sa mère avait insisté. C'est ça, la page tournée, ai-je dit. Ici et maintenant. Fais un choix. Ses yeux ont passé de moi à Tessa comme si je lui demandais de résoudre un problème de mathématiques qu'il n'avait pas étudié. Tessa lui a pris le bras, ses doigts glissant dans le creux de son coude avec une mémoire musculaire. Marco, a-t-elle murmuré, mais assez fort pour que le micro le capte. Tu as déjà choisi. Il l'a regardé, puis moi, et j'ai su la réponse avant qu'il n'ouvre la bouche. Je suis désolé, a-t-il dit. Je pensais pouvoir aller jusqu'au bout, mais je ne peux pas. J'ai encore des sentiments pour Tessa. On n'a jamais eu notre chance de vraiment voir où ça nous menait. Ma gorge s'est nouée. Alors, c'est tout? Ai-je demandé. Tu annules notre mariage à l'hôtel, devant tout le monde? Je suis vraiment désolé, Léna, a-t-il répété. Et la répétition a rendu les mots bon marché. Tu es incroyable. C'est juste. Sûre, a fourni Tessa en souriant. Elle est sûre. Tu voulais de la passion. L'officiant a baissé son livre, stupéfait. La sécurité s'attardait à l'arrière, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou laisser le désastre se terminer. Pendant une longue seconde, personne n'a bougé. Même l'air semblait s'être figé. Puis Tessa s'est déplacée, inclinant son corps comme si elle entrait dans un projecteur qui lui appartenait. Elle a posé sa main sur la poitrine de Marco et, sans même me regarder, elle est passée devant, son épaule heurtant la mienne. Ce n'était pas une forte poussée, mais c'était suffisant. Assez d'irrespect, assez d'humiliation, assez de contact pour faire craquer quelque chose en moi qui était tendu depuis des mois. Je ne me souviens pas avoir décidé de bouger. Une seconde, mes mains étaient vides, la suivante, mon poing a heurté sa mâchoire. Le craquement a résonné dans la salle. Tessa est tombée comme si on avait coupé ses ficelles,
les mains volant à son visage. Elle a poussé un cri, plus de surprise que de douleur, et a atterri dans un enchevêtrement de soie et d'ego sur le tapis de l'allée. Pendant une demi-seconde, tout le monde est resté silencieux. Puis la pièce a explosé. Les gens ont crié. Quelqu'un a hurlé. Oh mon Dieu! Encore, plus fort cette fois. Les téléphones qui enregistraient discrètement étaient maintenant pointés sans vergogne droit sur nous. Léna, j'ai entendu ma mère crier. Léo était soudain là, ses bras m'enveloppant par derrière, me tirant en arrière. Arrête. Tu vas bien. Tu vas bien. Tessa gémissait, vérifiant ses doigts à la recherche de sang comme si elle s'attendait à ce que tout son visage ait disparu. Une tache de rouge est apparue au coin de sa bouche. Elle m'a frappé. Elle est folle. Elle aurait pu me casser la mâchoire. Marco est tombé à genoux à côté d'elle, posant sa main sur son épaule. Tess. Bébé, ça va? Bébé. Le mot m'a transpercé comme un couteau. Il ne m'a même pas regardé. La sécurité est finalement intervenue, se dirigeant vers l'hôtel. L'officiant était pâle, serrant son livre comme une bouée de sauvetage. La prise de Léo sur mes bras s'est resserrée. On a fini ici, a-t-il murmuré à mon oreille. Allez, tu ne dois pas à ces gens ta crise de nerfs. J'ai regardé Marco, vraiment regardé, l'homme qui avait laissé son ex faire irruption à notre mariage, l'a laissé m'humilier, puis s'agenouiller à côté d'elle pendant que je me tenais seul dans les ruines d'une vie que j'avais payée. Quelque chose en moi est devenu très calme. J'ai redressé mon dos. Ma robe me semblait plus légère. À la sécurité, j'ai dit, la voix stable, je pars. Les deux personnes qui ont transformé cela en cirque sont juste là. J'ai fait un signe de tête à Marco et Tessa. Bonne chance avec eux. Oh, bien. Je n'ai attendu la réponse de personne. J'ai descendu l'allée dans ma robe de mariée, devant des rangées de visages stupéfaits et de téléphones levés, devant ma mère en pleurs, mes frères furieux, la famille horrifiée de Marco. Personne ne m'a arrêté. Dehors, l'air était froid contre ma peau rougie. Léo a poussé les portes, toujours collé à mon côté. Les clés, ai-je dit. Ma voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Je ne reste pas ici. Nous sommes montés dans mon camion. Mes mains tremblaient sur le volant. Léo me l'a doucement arraché des doigts. Je conduis, a-t-il dit doucement. Alors que nous nous éloignions du lieu, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur mes genoux. Appels, SMS, notifications de personnes déjà en train de publier, déjà en train de parler. Je l'ai éteint. 3 ans ensemble, 45 000 $ de frais de mariage, 8 mois de planification, et moins de 3 minutes pour tout réduire en cendres. J'ai regardé droit devant moi, le mascara me brûlant les yeux, et j'ai pensé, très bien, s'ils voulaient un spectacle, je leur en donnerais un, mais pas celui auquel ils s'attendaient. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Cela m'a surprise. Je pensais que le chagrin d'amour ressemblerait à un montage de film. Des sanglots, de la morve, des halètements dramatiques dans un oreiller. Au lieu de cela, je n'ai rien ressenti, juste un silence engourdissant et retentissant, comme si quelqu'un avait vidé toutes les émotions de moi et avait laissé un espace vide derrière. Léo n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil pendant qu'il conduisait, attendant que je m'effondre. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assise sur le siège passager dans ma robe de mariée en ruine, les mains soigneusement croisées sur mes genoux, comme si j'étais une polie étrangère portant ma peau. Quand nous sommes arrivés à mon immeuble, je suis sorti du camion avant qu'il ne s'arrête complètement. Léna, attends. Léo a sauté aussi. Mais je marchais déjà droit, déterminé, comme si j'avais un endroit important où aller. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que l'endroit où je devais être était n'importe où sauf cette version de ma vie que Marco venait de réduire en cendres devant 150 personnes. J'ai déverrouillé la porte de l'appartement. L'odeur m'a frappé la première. La vente du diffuseur de Marco, celui sur lequel il insistait pour que l'endroit se sente prêt pour la mariée. Mon estomac s'est tordu. Je suis allé à la cuisine, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé le numéro d'un serrurier. Service d'urgence, a demandé le gars. Oui, ai-je dit. Ce soir. Maintenant. Léo a cligné des yeux. Tu veux déjà changer les serrures? Je l'ai regardé. Ma voix est sortie stable. Je le retire de ma vie, une porte à la fois. Il a hoché la tête lentement,
quelque chose comme de la fierté vacillant dans ses yeux. J'aiderai. Pendant que nous attendions le serrurier, je suis allé dans la chambre. Le côté du placard de Marco m'a frappé comme un train de marchandises. Ses vestes, son eau de Cologne persistant sur un sweat à capuche, les stupides baskets de créateurs qu'il prétendait être des investissements. J'ai senti l'engourdissement se fissurer légèrement. Pas de chagrin d'amour, de l'humiliation, de la rage qui couvait sous les os. J'ai trouvé une pile de cartons de déménagement vide dans le placard du couloir, ceux que nous gardions au cas où nous déciderions de déménager quelque part avec un jardin pour Cobb. C'est drôle comme la vie fait des blagues quand on ne rit pas. J'ai posé un carton sur le lit, j'ai ouvert le placard et j'ai commencé à faire les bagages. Chemise, pantalon, ceinture pliée avec une précision robotique. Des photos de voyage, Vancouver, les îles San Juan, la croisière d'anniversaire qu'il avait suppliée. La montre que je lui avais achetée pour Noël. Le succulent qu'il n'avait jamais arrosé. La tasse qu'il avait faite dans un cours de poterie pour moi et qui disait « Futur mari ». Il avait mal orthographié « Marie ». Chaque morceau de lui est allé dans un carton. Puis un autre et un autre. Au moment où le serrurier est arrivé, la chambre était à moitié vide. Les serrures ont cliqué hors de leur place. De nouvelles ont cliqué à leur place. Ça sonnait comme la liberté. Léo se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il va devenir fou. Il peut perdre tout ce qu'il veut, ai-je dit. Il m'a déjà perdu. Nous avons travaillé jusqu'à minuit. Carton après carton bordait le salon. Chaque étiquette noire et nette comme un titre de chapitre dans un livre que je n'avais jamais voulu écrire. Vêtements de Marco. Appareils électroniques de Marco. Salle de bain de Marco. Merdes diverses de Marco. Dommages émotionnels de Marco. Léo a écrit celui-là. À un moment donné, mes frères sont arrivés, silencieux, sombres, prêts à aider. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont juste fait les cartons. Il a fallu 2 heures pour effacer 3 ans. À minuit 3, l'appartement avait l'air inconnu, propre, calme et d'un vide troublant. Je me suis tenu au milieu du salon, respirant la nouveauté. Ma robe de mariée était toujours sur moi. Je ne m'étais pas changée, je n'avais pas mangé, je ne m'étais même pas assise. Léo a demandé doucement. « Tu veux de l'aide pour enlever la robe ?» « Non, ai-je dit. Je n'ai pas fini. » J'ai traîné les 23 cartons jusqu'à l'entrée moi-même. Je les ai empilés comme des briques, un mur entre moi et le passé. Cobb est sorti de la chambre à ce moment-là, la queue battant. Il a regardé les cartons, puis m'a regardé, puis m'a poussé la jambe avec son nez. « Ouais », ai-je murmuré en m'agenouillant pour le gratter derrière les oreilles. On recommence à zéro. Il a posé sa tête contre mon épaule. Et pendant une seconde, juste une seconde, l'engourdissement a fondu. Marco a essayé d'appeler vers 2 heures du matin. J'ai appuyé sur « bloquer » si vite que mon téléphone a failli se fissurer. Il a ensuite essayé Léo. Léo a regardé l'écran, a reniflé et a envoyé l'appel directement à la messagerie vocale. « Idiot », a-t-il marmonné. Je me suis finalement débarrassé de la robe vers 3 heures du matin, j'ai enlevé le maquillage et le souvenir de la journée, et je me suis effondré sur mon lit. Cobb s'est enroulé à mes pieds comme une encre chaude. Quelque part entre l'épuisement et l'incrédulité, je me suis endormi. Marco s'est présenté 2 jours plus tard, en milieu d'après-midi, sans prévenir. J'ai entendu frapper et j'ai ouvert la porte à peine, juste assez pour le voir, pas assez pour lui donner accès. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux gonflés, comme s'il n'avait pas dormi. Ou peut-être comme s'il avait répété l'apitoiement sur soi-même devant le miroir. Qu'est-il arrivé aux serrures, a-t-il exigé. Je les regardais. Elles ont changé. Tu les as changées sans me le dire. Oui. Il a ricané. Léna, c'est ridicule. Laisse-moi entrer. J'ai reculé juste assez pour lui montrer les 23 cartons bien empilés. Tout ce que tu possèdes est juste là, ai-je dit calmement. De rien. Ses yeux ont parcouru les étiquettes. Vêtements, appareils électroniques, salle de bain, dommages émotionnels. Sa bouche s'est tordue. Sérieusement ? Tu es mesquine. Tu ne pouvais pas attendre que je fasse mes propres cartons. J'attendais que tu ne me trompes pas émotionnellement avant notre mariage, ai-je dit. Tu n'as pas non plus répondu présent à cela. Il a tressailli. Bien.
Il a commencé à ouvrir les cartons, fouillant les articles comme si j'avais pu y planter des explosifs. Après une minute, il a demandé « Où est mon mixeur ?» C'était le mien. Je l'utilisais tous les matins. « Félicitations », ai-je dit sèchement. Tu sais comment mixer des fruits. Où est-il? Dans ma cuisine, ai-je dit avec un sourire plat, avec tous les reçus qui prouvent que je l'ai acheté. Il a lancé un regard noir. C'est la version de toi dont j'avais peur, a-t-il dit. Froide, vindicative. Et ça, ai-je répondu calmement, c'est la version de toi que j'aurais dû reconnaître plus tôt. Juste à ce moment-là, Cobb est sorti de la chambre. Il a regardé Marco, puis moi, et m'a choisi sans hésitation. Il s'est assis à mes pieds, s'appuyant contre moi. Je prends Cobb, a annoncé Marco. J'ai ri, court, sans humour. Non, tu ne le prends pas, c'est aussi mon chien. Il est enregistré à mon nom, ai-je dit en croisant les bras. Les frais d'adoption, les factures de vétérinaire, la micropuce, tout est à mon nom. Cobb est à moi. Marco s'est penché et a appelé, Cobb, viens ici, mon garçon. Cobb a cligné lentement des yeux, puis a détourné la tête comme si Marco était invisible. La mâchoire de Marco s'est crispée. Incroyable. Il est manipulé. D'accord. Le chien avait rejoint ma conspiration. Marco s'est soudainement jeté vers la chambre, appelant, Cobb, viens ici. Je n'ai pas suivi. J'ai juste écouté. Cobb a grogné, un grondement d'avertissement profond que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Puis un jappement, un cri aigu et surpris. Aïe! Il m'a mordu. Je me suis dirigé vers l'embrasure de la porte juste à temps pour voir Marco serrant sa main de façon dramatique. Un minuscule point de sang perçait à peine la peau. Il est psychopathe. Ton chien est psychopathe. Mon chien s'est défendu, ai-je dit. Ça s'appelle des limites. Tu devrais essayer un jour. J'appelle la fourrière. Vas-y, ai-je dit joyeusement. Dis-leur que tu as essayé de retirer de force un chien enregistré au nom de quelqu'un d'autre, que tu l'as attrapé agressivement et qu'il t'a averti avec une morsure défensive. Puis demande-leur d'emmener mon chien. Fais-moi savoir comment ça se passe. Il s'est figé. Même Marco n'était pas assez stupide pour tenter ça. Il a attrapé ses clés, respirant fort, les yeux larmoyants. Non pas de douleur, mais d'indignation. Tu vas le regretter, a-t-il claqué. Je regrette de t'avoir rencontré, ai-je dit. Tout ce qui suit n'est que du nettoyage. Il est sorti en trombe, claquant la porte avec la passion de quelqu'un qui croyait que le monde était censé se plier à sa volonté. Je l'ai regardé s'éloigner par le Judas jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir. Puis je me suis agenouillé à côté de Cobb, lui grattant la poitrine. Bon chien, ai-je murmuré. Tu as de meilleurs instincts que moi. Il a remué la queue comme s'il avait compris. Les cartons restant non ouverts, je les ai traînés dehors, je les ai empilés proprement et j'ai mis un panneau dessus. Objet gratuit. Prenez ce que vous voulez. Le matin, il ne restait plus un seul article. Tout comme lui. Parti. Mais les conséquences, elles ne faisaient que commencer. Le lundi après que Marco soit sorti en trombe, je suis entré dans un cabinet d'avocat avec un dossier assez épais pour servir d'arme. À l'intérieur, le reçu de la bague de fiançailles, des captures d'écran, des dossiers financiers, des factures de mariage, la preuve de chaque cadeau important que je lui avais acheté, et 3 ans de moi essayant de croire en quelque chose qui, de toute évidence, ne croyait pas en moi. Mon avocat, David, un ami de la famille, calme, vif, le genre d'avocat dont on dit en plaisantant qu'il est né en costume, a parcouru les premières pages et m'a regardé avec un lent signe de tête. Tu l'as, a-t-il dit simplement. C'était la phrase la plus apaisante que j'ai entendue depuis des semaines. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la justice et la conclusion. David a expliqué quelque chose que je savais déjà vaguement. Dans la plupart des États, une bague de fiançailles est un cadeau conditionnel. La condition étant le mariage. Pas de mariage, pas de bague. C'est légalement à moi. Marco était parti à l'hôtel devant les caméras, devant les témoins, devant Dieu et tout le monde. Cette bague seule valait $8000. Et ce n'était pas la seule chose. David a feuilleté mes reçus comme s'il pratiquait une autopsie financière. Tu lui as acheté le MacBook Pro de $2000 l'année dernière. Oui. Le collier Tiffany.
Noël. Le week-end à Vancouver. Son anniversaire. L'abonnement à la salle de sport payé pour 18 mois. Il a griffonné sur un bloc-notes. Valeur totale des cadeaux substantiels que vous pouvez légalement récupérer. 10 000 $ à 12 000 $. Ajoutez la moitié des frais de mariage qu'il a fait exploser. Nous nous situons entre 30 et 35 000 $. Mon pouce est accéléré. Pouvons-nous l'obtenir? Oh, on va l'obtenir, a-t-il dit. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai vus. Nous avons donc rédigé la lettre de mise en demeure, restitution de la bague de fiançailles, du MacBook, du collier, remboursement de la moitié des frais de mariage, total, 33 607 $. 7 jours pour se conformer. Ou nous déposons plainte. David m'a fait glisser le projet final. Vous voulez ajouter quelque chose? J'ai pris le stylo, j'ai écrit une ligne en bas. Le non-respect de cette demande entraînera une action en justice immédiate. Mon écriture semblait presque jolie, calme. Je me sentais tout sauf calme. La réponse de Marco est arrivée 48 heures plus tard. Non pas de lui, bien sûr, mais de l'avocat de son père. Madame Moral a infligé un préjudice émotionnel et physique à notre client. Il estime avoir le droit de conserver tous les biens offerts en compensation de son agression violente lors du mariage. David a reniflé, puis a éclaté de rire. C'est adorable, a-t-il dit. Marco se prend pour la victime. Je n'ai pas ri, mais un petit sourire s'est dessiné sur ma bouche. C'était comme un muscle que je n'avais pas utilisé depuis un moment. Déposons plainte, ai-je dit. Parallèlement à mon action en justice, Tessa a tenté de lancer sa propre option nucléaire. Elle a déposé une plainte pour agression. Elle a dit que je l'avais attaquée sans provocation. Elle a dit que j'avais causé un traumatisme durable. Elle a dit qu'elle craignait pour sa sécurité. Elle a oublié un tout petit détail. 150 personnes avaient filmé le tout. La poussée de Marco. Sa marche vers moi et son passage en me bousculant. Son épaule heurtant la mienne, me déséquilibrant. Son arrogance puis ma réaction. Chaque angle, chaque perspective, chaque morceau de contexte. Mon avocat les a tous envoyés au bureau du procureur. Les 27 clips. 3 jours plus tard, les accusations de Tessa ont été rejetées. La déclaration officielle disait exactement ce que tout le monde savait déjà. Elle a initié le contact physique. Sa blessure était mineure. Ma réaction a été impulsive, non préméditée. Pas de motif de poursuite. Affaire classée. Mais Tessa n'avait pas fini de se ridiculiser. Elle a tenté d'intenter une action civile pour dommages médicaux et douleurs émotionnelles. Sa plainte faisait état d'un traumatisme à la mâchoire, d'une blessure durable, d'une détresse mentale, d'une peur des espaces romantiques. Oui, elle a vraiment écrit ça. Mon avocat a assigné à comparaître ses dossiers médicaux. Vous savez quelle était sa blessure durable? Une coupure superficielle à l'intérieur de sa joue qui a guéri en 7 jours. Pas de fracture, pas de problème dentaire, rien de persistant. Et puis, oh, l'univers est poétique. Tessa a commis une erreur fatale. 3 jours après le mariage, elle a posté des selfies sur Instagram. Dans une boîte de nuit, un verre à la main, souriant, riant, dansant. Sa légende, je reprends ma vie en main. David a imprimé chaque photo, 3 par page, en couleur, plastifiées. Nous les avons apportées au tribunal. Le juge a jeté un coup d'œil, a levé un sourcil et a dit « Cette affaire est rejetée avec préjudice ». Tessa s'est figée. Son avocat a dégluti difficilement. Et Mademoiselle King, a ajouté le juge, vous paierez les frais de justice de la défenderesse. 13 300 $. Elle n'a jamais payé. David a enregistré le jugement auprès du comté. Il figure maintenant sur son rapport de crédit comme une tache de vin. Permanente, irrévocable jusqu'à ce qu'elle paie. Je n'ai pas célébré. Pas à ce moment-là. J'étais trop fatigué. Mais j'ai dormi cette nuit-là pour la première fois depuis le mariage. Le désastre du mariage s'est répandu rapidement. Des vidéos circulaient. Les personnes présentes ont partagé des clips et des discussions de groupe. Quelqu'un avait même diffusé des parties en direct. Les commentaires allaient de « Oh mon Dieu, ah, je n'arrive pas à croire que ça s'est passé, ah, elle a mieux géré ça que moi. » J'ai tout ignoré. Je me fichais de l'opinion des inconnus, plus maintenant. Mais je me souciais de la phase suivante.
Marco pensait m'avoir humilié à l'hôtel. Il n'avait aucune idée de l'humiliation qui portait encore son nom. Nous avons intenté une action civile et le tribunal, froid, lent, méthodique, est devenu le couteau le plus propre que j'ai jamais tenu. Le tribunal ne semblait pas dramatique. Il était calme, clinique, comme regarder quelqu'un disséquer une grenouille sous une lampe fluorescente. Pas de passion, pas de cris, juste des preuves, des chronologies, des signatures et des reçus qui racontaient une histoire plus honnêtement que Marco ne l'avait jamais fait. J'étais assise à côté de David à la table du demandeur tandis que Marco était assis de l'autre côté de l'allée avec son avocat, les épaules voûtées, vêtu d'un costume qui ne lui allait clairement plus, littéralement et métaphoriquement. Il avait l'air plus petit, plus mince, fatigué, mais pas repentant. Non, Marco ne faisait pas dans le remords. Il faisait dans l'apitoiement sur soi. Il ne me regardait pas, mais je pouvais le sentir essayer d'incliner son corps pour que le juge puisse le voir comme la partie blessée, la victime, le pauvre homme au cœur brisé abandonné par son ex-fiancée cruelle, froide et vindicative. Dommage que les preuves ne s'intéressaient pas à sa performance. David a commencé par les bases. La bague de fiançailles, les frais de mariage, les gros cadeaux que j'avais achetés, le fait que Marco était parti à l'hôtel, le fait qu'il communiquait avec son ex dans mon dos depuis des mois. L'avocat de Marco a contre-attaqué avec les mêmes absurdités prévisibles. Madame Morale a frappé Madame King. Marco a subi une détresse émotionnelle. La bague était inconditionnelle. Elle le punit. David a attendu patiemment, les mains croisées, l'expression neutre. Puis il s'est levé, a cliqué sur la télécommande et a diffusé les vidéos. 45 secondes de Tessa me bousculant, de ma réaction, de Marco la choisissant, de la foule qui éclate, de mon humiliation, et de Marco s'éloignant avec son ex pendant que je me tenais là, seul, dans une robe que j'avais payée. La salle d'audience était silencieuse lorsque l'écran s'est figé sur l'expression vide de Marco alors que Tessa s'accrochait à lui. Le juge s'est tourné vers Marco. Monsieur Alvarez, votre avocat prétend que la détresse émotionnelle a justifié vos actions. Pourtant, dans cette vidéo, il semble que vous ayez choisi d'abandonner le mariage, pas Madame Morale. L'avocat de Marco a commencé à s'opposer. Le juge a levé la main. Il s'est tu. Le juge a poursuivi, et en ce qui concerne la bague, c'est légalement un cadeau conditionnel, la condition n'a pas été remplie. Elle doit être restituée ou compensée à sa pleine valeur. David a ajouté presque doucement, Votre honneur, ma cliente a reçu des informations crédibles selon lesquelles Monsieur Alvarez a vendu la bague peu de temps après le mariage. Marco s'est raidi, son avocat a chuchoté frénétiquement. Le juge l'a de nouveau regardé. Est-ce exact, Monsieur Alvarez? Marco a dégluti. Oui. Et le MacBook? Vendu. Et le collier? Silence, puis un à peine audible. Vendu. L'air de la salle d'audience a changé. Les gens n'aiment pas un menteur, mais ils détestent quelqu'un qui essaie de profiter de ses mensonges. David a fait glisser une page vers l'avant. Votre honneur, nous demandons une compensation intégrale pour la bague, l'ordinateur portable, le collier et la moitié des frais de mariage, pour un total de 25 250 $. Le juge n'a pas hésité. Demande accordée. Les yeux de Marco se sont écarquillés. Son avocat s'est affaissé. Les paiements seront effectués mensuellement à raison de 500 $, a ajouté le juge. Le non-respect de cette obligation entraînera une saisie sur salaire. Marco s'est étouffé. Je ne peux pas me le permettre. Le juge n'a même pas scié. Vous auriez dû y penser avant de vendre des biens qui ne vous appartenaient pas légalement. Je n'ai pas souri, pas extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose s'est mis en place comme un verrou qui tourne. Dehors, au palais de justice, l'air froid m'a frappé le visage et j'ai enfin ressenti quelque chose. Pas de la joie, pas du triomphe, quelque chose de plus doux, de plus petit, un apaisement. Mais cela n'a pas duré longtemps. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro bloqué. J'ai supposé que c'était un client. J'ai répondu. Tu as ruiné ma vie. La voix de Marco a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone. 25 000 $? Tu es folle? Je travaille à 2 emplois juste pour survivre. Tessa n'a pas de travail. Ses parents ne veulent pas aider. Mes parents ont dit, c'est mon problème. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai attendu qu'il respire. Il ne l'a pas fait.
Il a hyperventilé des accusations. C'est de la vengeance. Admets-le. Tu voulais m'humilier comme je t'ai humilié. J'ai parlé calmement. Marco, le tribunal a examiné les preuves. Tu as vendu ma bague. Tu as vendu l'ordinateur portable que je t'ai acheté. Tu es parti à l'hôtel. C'était une mauvaise décision. Une seule, ai-je répété. Tu as envoyé des SMS à ton ex pendant des mois, tu m'as menti, tu as utilisé mon argent, tu l'as laissé faire irruption au mariage pour lequel tu avais supplié. Marco a continué. Tessa a dit que tu avais manipulé les vidéos. Tessa a dit que le juge était partial. Tessa a dit que tu m'as fait mal paraître exprès. Tessa, ai-je coupé, est la raison pour laquelle tu vis actuellement dans un sous-sol et que tu t'enfonces dans les dettes. Il y a eu une inspiration brusque, puis une fissure dans sa voix. Léna, S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne peux pas faire ça. On ne peut pas juste trouver une solution? Pendant une fraction de seconde, j'ai entendu l'homme que j'aimais autrefois. L'homme avec qui je pensais construire une vie. Puis je me suis souvenu de l'allée, du silence, de sa main dans le dos de Tessa pendant qu'elle me souriait narquoisement. Chaque moment, il m'a laissé m'effondrer seul. Non, ai-je dit doucement. Paie ce que tu dois. Fais une thérapie. Laisse-moi tranquille. Le ton de Marco a changé comme un interrupteur. J'espère que tu es malheureuse. J'espère que tu ne trouveras jamais quelqu'un qui... J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. 10 minutes plus tard, il a essayé d'appeler depuis le téléphone de Tessa. J'ai laissé sonner. Un message vocal est apparu. 3 minutes d'elle sanglotant, criant, suppliant, divagant sur l'amour et le destin et sur la façon dont je détruisais leur avenir. Je l'ai supprimé. Dans la cuisine, j'ai donné à manger à Cobb. Sa queue battait contre le meuble comme un métronome. Mais au cours des semaines suivantes, les nouvelles sont parvenues de contacts mutuels. Marco et Tessa s'effondraient rapidement. Il a cessé de se présenter au travail. Elle ne pouvait pas garder un emploi. Leurs économies se sont épuisées. Loyer en retard. Avis d'expulsion. Paiement manqué. Recouvrement. Le courrier indésirable est devenu du courrier juridique, puis des conséquences. Leur fantasme autrefois parfait se transformant en un compte de mise en garde. Et chaque mois, comme sur des roulettes, ma banque a sonné. Dépôt de $500 de Marco Alvarez. Un rappel, une piqûre, une victoire, une blessure, un mélange étrange de tout cela. Gagner était bon, mais ce n'était pas fini. Pas encore. La chute de Marco et Tessa ne s'est pas produite avec une explosion dramatique. Elle s'est produite de la même manière que la plupart des effondrements, silencieusement au début, puis d'un seul coup. Des amis communs chuchotaient des nouvelles comme s'ils transmettaient des observations d'une espèce rare et en voie de disparition. Je n'ai pas demandé de détails, mais les nouvelles ont voyagé de toute façon. 3 mois après le désastre du mariage, ils ont été expulsés. Marco avait quitté son emploi pour se concentrer sur sa santé mentale, ce qui signifiait apparemment dormir jusqu'à midi et se plaindre que le monde était injuste. Tessa passait d'un emploi à l'heure à l'autre, Target, puis un bar à smoothie, puis elle a quitté un emploi de serveuse chez Applebee's après qu'un client l'ait mal regardé. L'appartement dans lequel ils ont emménagé, celui financé par la bague et l'ordinateur portable qu'il avait vendu, ils y sont restés 4 mois avant que le loyer ne les engloutisse. Leur expulsion illégale s'est collée à leurs 2 noms comme une lettre écarlate. Chaque nouveau propriétaire l'a vu. Chaque candidature a été refusée. Chaque fois qu'ils essayaient d'expliquer, l'histoire devenait plus embarrassante. Même les beaux complexes ne voulaient pas d'un couple avec des drames publics récents. Marcus a essayé de dire à un gérant que tout était un malentendu. Tessa a dit à un autre que je les avais sabotés. Aucune excuse n'a aidé. On ne peut pas fuir ses propres choix, a dit Léo quand il m'a appris la nouvelle. Il n'avait pas tort. Finalement, les parents de Tessa ont refusé de se porter co-signataires. Les parents de Marco les ont accueillis à contre-cœur, dans le sous-sol. Pas un sous-sol meublé mignon, pas une suite pour les beaux-parents, un sous-sol en ciment humide et froid avec un futon et un chauffage d'appoint plus vieux que nous 3 réunis. La mère de Marco a commencé à leur facturer $800 par mois, pour qu'ils apprennent la responsabilité. Marco a insisté pour que Tessa paie parce qu'il était trop stressé. Tessa travaillait à 2 emplois. Marco en avait 0.
mes dépôts mensuels de $500 payaient essentiellement la moitié du loyer de ses parents pendant qu'il restait assis à jouer à des jeux vidéo dans un sous-sol comme un raton laveur plein de regrets. Poétique, vraiment. Leur relation s'est détériorée comme un fruit au soleil. Des disputes à n'en plus finir, des rejets de fautes, des publications trash sur Internet, Tessa se plaignant en ligne des femmes toxiques qui ruinent les bons hommes, Marco se plaignant des femmes qui ne peuvent pas apprécier le véritable amour. Ils se bloquaient mutuellement par intermittence, se remettaient ensemble, se disputaient à nouveau, et ainsi de suite. Pendant ce temps, ma vie était calme et devenait quelque chose de proche du bien. Je me suis plongé dans le travail, des projets de restauration de récifs le jour, des conceptions d'aquarium la nuit, de longues heures épuisantes qui occupaient mes mains et empêchaient mon esprit de dériver vers l'autel. Cobb m'a gardé ancré. Il avait un sixième sens, s'asseyant à côté de moi quand je ne pouvais pas dormir, me poussant la main pendant les moments où je ne réalisais pas que j'étais immobile. Mon appartement semblait plus propre, plus lumineux, plus respirable. Mais si je suis honnête, chaque fois que je recevais ce dépôt mensuel de Marco, je sentais une petite piqûre, un rappel. Un fantôme me tapotant sur l'épaule en disant « Souviens-toi de ce qu'il a fait ». La justice n'était pas la conclusion. Du moins, pas encore. Environ 6 mois après le désastre du mariage, j'ai eu une rencontre fortuite qui a changé le prochain chapitre de ma vie. J'étais dans un café du centre-ville, ordinateur portable ouvert, examinant des données sur les coraux. L'endroit sentait la cannelle et l'espresso brûlé. Cobb était avec moi, couché sous la table comme une flaque de fourrure. Quelqu'un a dit « Lena ». J'ai levé les yeux. C'était Aaron Brox, l'un des témoins de Marco, l'une des anciennes connaissances de Tessa, un gars qui m'avait envoyé un long SMS d'excuses après le mariage, même s'il n'était pas en faute. Il avait l'air presque hésitant, comme s'il s'attendait à ce que je lui dise de partir, mais au lieu de cela, j'ai dit « Et ». Il a souri, soulagé. Je ne m'attendais pas à te croiser. Je viens d'arriver de Portland pour une conférence. Nous avons parlé plus longtemps que prévu, assez longtemps pour que mon café refroidisse et que Cobb grimpe sur les genoux d'Aaron sans permission. Aaron a ri et a dit « Waouh, il fait confiance rapidement ». Je ne lui ai pas dit que Cobb grognait autrefois sur Marco. Aaron m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Il avait complètement coupé les ponts avec Marco et Tessa, avait perdu le respect, la patience, avait perdu toute excuse pour leur comportement. J'ai dit à Marco ce jour-là, a dit Aaron en remuant distraitement son café, que s'il te quittait, il perdrait plus qu'il ne le réalisait. Il n'a pas écouté. Il n'écoute jamais. Il pense que les conséquences sont pour les autres. C'était dur, mais j'ai apprécié l'honnêteté. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-il demandé doucement. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Pire que ce que je voulais, un entre-deux compliqué. C'est ce que je lui ai dit. Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. Nous avons échangé nos numéros, non pas pour quelque chose de romantique, juste en tant que deux personnes qui avaient survécu au même tremblement de terre. Puis, alors qu'il se levait pour partir, il a dit « Lena, tu mérites tellement mieux que ce qu'il t'a fait. » Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose de chaud a pressé contre mes côtes, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, être vu. Aaron et moi n'avons pas commencé à sortir ensemble immédiatement. Nous n'avons même pas flirté. Nous avons juste parlé. Chaque fois qu'il venait à Seattle pour le travail, nous déjeunions ou dînions. Parfois, nous promenions Cobb dans des parcs éclairés par des lampadaires à gaz et nous rions de la façon dont le chien chassait les feuilles comme s'il s'entraînait pour rejoindre le vent. Il n'y a pas eu de grands gestes, pas de confession dramatique, juste une gentillesse constante, une cohérence, une sécurité qui ne ressemblait pas à un compromis. L'amitié a grandi, puis quelque chose de plus doux, puis quelque chose de réel. Au moment où l'anniversaire d'1 an de mon mariage catastrophique est arrivé, Aaron et moi étions officiellement ensemble. Ma famille l'adorait. Léo a approuvé. Cobb l'adorait, ce qui en disait plus que toute autre chose. 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage tranquillement, en privé, lors d'une simple randonnée surplombant l'eau. Une bague, une question, un oui tremblant. Pas de public, pas de performance, juste nous. Nous avons fixé le mariage pour le printemps suivant. Petite liste d'invités, pas de spectacle, seulement les gens qui tenaient vraiment à nous. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix, ce qui aurait dû être le signal d'alarme. Chaque calme avant une tempête ressemble exactement à ça. Le 20 avril est arrivé comme une promesse silencieuse, une promesse douce.
Rien à voir avec le chaos cinématographique que mon premier mariage a tenté et a échoué à être. Le vignoble qu'Aaron avait choisi était petit, niché à l'extérieur de Seattle, pas de grande salle de bal, pas de robe à $8000, pas d'orchidées importées du jour au lendemain de l'équateur pour la cohésion esthétique, juste la lumière du soleil filtrant à travers les vignes, une douce brise, et 60 personnes qui nous aimaient vraiment. Des gens qui n'étaient pas là pour juger, bavarder ou enregistrer l'implosion de ma vie. Des gens qui étaient là pour moi et pour un homme qui m'avait vraiment choisi exprès tous les jours. Alors que je me tenais dans le chalet nuptial en train de me préparer, je reconnaissais à peine la version de moi-même qui me regardait dans le miroir. Non pas à cause du maquillage ou de la robe, qui était simple, élégante et coûtait moins cher qu'un des anciens flacons de parfum de Marco, mais parce que j'avais l'air calme, stable, entière. Léo a jeté un coup d'œil, a frappé au cadre de la porte. « Ça va ? » « Je crois, » ai-je dit en lissant la jupe. « Ça ne semble pas encore réel. » Il a souri. « C'est parce que ta première tentative n'était pas un mariage. C'était une telenovela en direct. » J'ai reniflé. Euphémisme. Il est entré, sa voix s'adoucissant. « Cette fois, c'est différent. C'est le tien. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Je l'ai serré dans mes bras, en faisant attention à ne pas froisser ma robe. Quand il s'est reculé, il a ajusté mon collier. « Tu es prête ? » J'ai laissé échapper un souffle tremblant. « Oui. Oui, je le suis. » La cérémonie était prévue pour 16 heures. À 15h55, je suis sorti à l'entrée de l'allée, le cœur battant, non pas de peur cette fois, mais de quelque chose de plus lumineux, d'anticipation, d'espoir. Les invités se sont retournés et ont souri en me voyant. Tout le monde était assis, les téléphones rangés, pas de chuchotements bourdonnants, pas de regards suspicieux vers les portes arrière. Ce mariage n'avait pas de fantôme. Aaron se tenait à l'autel dans un costume bleu marine, me regardant comme si le soleil venait de se lever 2 fois. Léo se tenait à côté de lui, souriant fièrement comme s'il regardait son équipe préférée gagner. J'ai avancé, chaque pas m'ancrant plus profondément dans un avenir que je voulais vraiment. Quand j'ai atteint Aaron, il m'a pris les mains, chaudes, stables, réelles. L'officiant a commencé à parler, des mots sur le partenariat, la confiance, la patience. J'ai vraiment écouté cette fois, buvant chaque phrase comme si elle comptait, parce que c'était le cas. Nous avons échangé nos vœux. Les siens étaient sincères, simples et honnêtes. Les miens l'ont fait pleurer à mi-parcours. C'était comme une rédemption, comme récupérer quelque chose de volé, comme si l'univers me murmurait, tu vois, ce n'était pas pour rien. Et puis la fameuse phrase est revenue. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces 2 personnes ne devraient pas se marier, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La dernière fois, cette phrase avait fait exploser ma vie. Cette fois, le vignoble était silencieux, paisible, sûr. Pendant 2 secondes. 3, 4. Je me suis permis de respirer. Je me suis permis de croire que rien ne pouvait gâcher ce moment. Et puis, arrêter le mariage. Toutes les têtes se sont tournées vers la grille du vignoble. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai senti le sol basculer. Là, à l'entrée, se tenait Marco en costume complet, la cravate de travers, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang et grands ouverts. Il avait l'air d'avoir couru tout droit à travers l'enfer pour arriver ici. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a murmuré, c'est pas possible. Marco a avancé en trébuchant, se prenant les pieds dans une lanterne décorative. Il ne s'est même pas arrêté pour retrouver sa dignité. Il a descendu l'allée vers nous, respirant fort, le visage tordu d'un but désespéré. La main d'Aaron s'est instinctivement déplacée pour me protéger. Léo a marmonné à voix basse, faut pas déconner. J'ai reculé involontairement. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Pas de peur, pas de chagrin d'amour, juste de l'incrédulité. Marco a atteint le devant, haletant. Léna, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne l'épouse pas. Ma poitrine s'est entièrement contractée. Je l'ai regardé, reconnaissant à peine l'homme qui avait autrefois partagé ma maison. Il avait l'air déséquilibré, perdu, effiloché sur tous les bords. Marco, ai-je dit lentement. Tu dois partir. Il a secoué la tête violemment. Non, non, je ne pars pas sans toi. C'est moi qui suis censé être là. C'est moi que tu es censé épouser. Les invités ont murmuré.
Ma mère s'est agrippée au bras de mon beau-père. L'officiant avait l'air de vouloir prendre sa retraite sur le champ. Aaron est resté calme. Trop calme. Il a levé le menton. Marco, vous êtes en infraction. Ce n'est pas votre place. Marco l'a ignoré, ses yeux affolés fixés sur les miens. Tu m'aimes toujours, a-t-il insisté. Je le sais. Tu dois le faire. On a eu des années ensemble. Tu ne peux pas juste effacer ça. J'ai senti la vieille blessure remuer, l'humiliation, la trahison, la façon dont il avait choisi Tessa pendant que je me tenais là, le cœur fendu. Mais cette blessure n'était pas de l'amour. Plus maintenant. Marco, ai-je dit, la voix stable, malgré tout ce qui tremblait en moi. Tout ce que nous avions est terminé. Son visage s'est crispé, tordu, s'est brisé en deux par le déni. Non, tu es confuse. Elle. Il ou peu importe. Il a fait des gestes sauvages vers Aaron. Il t'a manipulé. Tu fais une erreur. Aaron s'est avancé, prudent mais ferme. Et, arrête. Tu dois partir avant que la sécurité ne t'expulse. La rage de Marco s'est aiguisée. Tu me l'as volé. Aaron n'a pas bronché. Je n'ai rien volé. C'est toi qui l'as laissé partir. Marco a laissé échapper un son brut quelque part entre un sanglot et un grognement. Il s'est jeté, non pas sur moi, mais vers Aaron comme s'il avait l'intention de l'attraper, de le pousser, quelque chose. Léo et deux invités ont bougé en même temps, mais Marco a glissé le premier, sa chaussure heurtant une parcelle d'herbe tendre près de la table à gâteau. Tout s'est passé au ralenti. Marco a trébuché, a cherché l'équilibre, a accroché le bord de la nappe du dessert, et tout le gâteau à 3 étages a basculé. Non, a murmuré quelqu'un. Trop tard. Le gâteau s'est renversé directement sur Marco. Tout le premier étage a heurté son épaule. Le deuxième lui a frappé la joue. Le bas s'est écrasé contre sa poitrine. Du glaçage partout. Sur son costume, dans ses cheveux, sur son visage. Il a chancelé, aveuglé, glissant sur le glaçage. Il s'est agité, a reculé, a trébuché et s'est écrasé directement dans la tour de cidre pétillant. 60 verres sont tombés comme des dominos, se brisant, projetant du cidre sur la moitié des invités. Marco a atterri sur le dos, gémissant, couvert de gâteaux, de verres et d'humiliation. La foule s'est tue. Puis un petit enfant a de nouveau chuchoté fort, et le vignoble a éclaté de rire, incontrôlé, non filtré, chaotique. Aaron a expiré lentement, puis m'a regardé et a levé un sourcil. Ça va? J'ai hoché la tête, un rire tremblant, presque incrédule s'échappant de ma poitrine. Puis la sécurité est intervenue, a soulevé Marco, toujours dégoulinant de cidre, du sol, et l'a escorté vers l'entrée alors qu'il marmonnait, « Léna, attends. Léna, ne l'épouse pas Léna. » Le son s'est estompé alors qu'il l'entraînait dehors. Aaron a doucement serré mes mains tremblantes. Devrions-nous, a-t-il demandé en faisant un geste vers l'officiant. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 2 ans. Oui, ai-je murmuré. S'il vous plaît, avant que d'autres ex ne décident de passer une audition pour Broadway. Un rire a de nouveau parcouru les invités. L'officiant s'est raclé la gorge, toujours pâle. Bien, comme je le disais, et juste comme ça, la cérémonie a continué. Nos vœux ont été prononcés, nos alliances échangées, et quand Aaron m'a embrassé, le vignoble a éclaté en applaudissements, plus fort et plus joyeux que tout ce que j'avais jamais entendu. Mon deuxième mariage s'est terminé par la joie, pas l'humiliation, pas la destruction, pas la trahison, juste l'amour choisi, stable, le mien. La réception s'est déplacée à l'intérieur pendant que le personnel du vignoble nettoyait les restes de la démolition de cidre de Marco. Les invités bourdonnaient d'une énergie joyeuse et choquée que l'on ne ressent qu'après avoir assisté à un chaos absolu suivi d'un sauvetage parfait. Les gens riaient, pas de moi, pas cette fois. Ils riaient de lui, de l'absurdité de tout cela, du karma cinématographique qui s'était déroulé comme si l'univers avait un timing comique impeccable. Léo a levé un verre à notre table. À Léna et Aaron, a-t-il dit en souriant. Que votre mariage soit rempli d'amour, de paix et de nettement moins d'ex-fiancés dérangés portant des costumes en solde. La salle a rugi. Aaron m'a passé un bras autour de la taille et m'a embrassé le front alors que je riais dans son épaule. Un vrai rire, pas un rire cassant, pas un rire forcé, le genre qui ressemblait à une libération. Le genre qui avait le goût de la liberté.
À la tombée de la nuit, des guirlandes lumineuses se sont allumées à travers le vignoble comme des lucioles. Le DJ a joué de douces chansons d'amour indie, le genre qu'Aaron mettait toujours pour nos trajets le long de la côte. Cobb, oui, il était là parce que ce mariage autorisait les chiens, et évidemment, errait entre les invités, portant fièrement un minuscule nœud papillon bleu marine assorti au costume d'Aaron. Partout où je me tournais, quelqu'un nous souriait. Pas de pitié, pas de choc, juste de la chaleur. C'était tout ce que le premier mariage n'était pas intime, authentique, sûr. Vers la fin de la soirée, alors que je sortais prendre l'air, j'ai aperçu les ambulanciers chargeant Marco à l'arrière d'une ambulance. Il était assis, droit, désorienté, couvert de gâteaux et de cidre pétillant, marmonnant quelque chose sur le destin. Un ambulancier a demandé doucement, « Monsieur, savez-vous quel jour on est ?» Marco a cligné des yeux. Mon mariage, puis a pointé vaguement vers le vignoble. Elle l'a volé. Le secouriste a échangé un regard avec son partenaire qui criait, « On n'est pas assez payé pour ça. » Puis il a fermé les portes. Les sirènes se sont estompées au loin. Aaron est venu derrière moi. Et, a-t-il dit doucement, glissant sa main dans la mienne. Tu veux rentrer à l'intérieur. J'ai regardé les feux arrière disparaître sur la route sinueuse. Une étrange mélancolie m'a envahi. Pas de la tristesse pour Marco, pas de la pitié, plutôt l'équivalent émotionnel de fermer un livre que j'aurais dû arrêter de lire des années auparavant. Je vais bien, ai-je dit, et je le pensais. Nous sommes retournés dans la lueur des guirlandes lumineuses et de la musique, dans les rires, dans la vie que nous choisissions ensemble. Le reste de la soirée s'est déroulé comme dans un doux rêve. Danse, toast, gâteau, non contaminés cette fois, des amis nous serrant dans leurs bras, la famille pleurant des larmes de joie. Rien de dramatique, rien de désordonné, juste de la joie. De la vraie joie. À un moment donné, Aaron m'a prise à part au bord de la piste de danse. Il a pris mon visage en coupe, ses pouces caressant mes joues, ses yeux chauds dans la lumière dorée. Tu sais, a-t-il murmuré, je n'ai jamais pensé que je me marierais. Pas après tout ce que j'ai vu mal tourner. Mais j'ai su après notre premier dîner que si je le faisais un jour, ce serait avec toi. Ma gorge s'est nouée. Aaron, tu mérites un amour qui se manifeste, a-t-il dit. Pas un que tu dois pourchasser. Je me suis penché contre lui, le cœur gonflé de la manière douce et écrasante qui vient quand on est vu entièrement, profondément, sans condition. Le DJ nous a appelés pour la dernière danse. Nous nous sommes avancés au centre de la pièce. La musique tourbillonnait autour de nous. J'ai posé ma tête contre sa poitrine, me laissant sentir le battement régulier de son cœur sous le tissu de son costume, et pour la première fois en 2 ans, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Pas le genre fragile auquel je m'étais accroché avec Marco. Pas le calme performatif que je feignais pendant le désastre de la planification du mariage. Une vraie paix ancrée qui s'est installée dans mes os. J'ai choisi quelqu'un qui m'a choisi en retour sans hésitation, sans jeu, sans mensonge. Et l'univers, dramatique, désordonné, follement ironique, avait dégagé la scène pour que je le voie. À la fin de la soirée, alors que les invités partaient au compte-gouttes, Léo est venu me serrer si fort dans ses bras que j'ai ri. Tu l'as fait, a-t-il murmuré. Tu as construit une vie après l'incendie. Pas seul, ai-je dit. Il s'est reculé en souriant. Tu sais, si Marco parvient un jour à rembourser ce jugement, on devrait organiser une fête. Une très petite, ai-je plaisanté. On n'invitera que les gens qui n'ont pas essayé de voler mon mariage. Nous avons ri tous les deux. Cobb a aboyé une fois, comme pour approuver. Aaron a glissé sa main dans la mienne. Tu es prête à rentrer à la maison, Madame Brox? Mon cœur a battu la chamade. Oui, ai-je dit doucement. Je suis prête. Alors que nous sortions du vignoble main dans la main, Cobb trottant devant comme s'il possédait l'endroit, j'ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule. Les lumières, les chaises vides, le calme, et l'écho du chaos de Marco loin derrière moi, exactement là où il devait être. Je n'avais plus peur de mon avenir. Je ne remettais plus en question ma valeur. Je ne me demandais plus si l'univers me punissait. Parce que parfois, l'univers ne vous punit pas. Il vous redirigeait. Et parfois, cette redirection ressemble à un deuxième mariage, une deuxième chance, et un ex-fiancé qui se plante la tête la première dans un gâteau à 3 étages devant 60 témoins. J'ai serré la main d'Aaron. Il a serré la mienne en retour. Et ensemble, nous sommes entrés dans notre nouvelle vie, tranquillement, sûrement,
laissant la dernière ombre du passé derrière nous.